Deux bébés tremblaient dans la neige cruelle, tandis que la mort les rôdait. Mais un cheval sauvage surgit des ombres, défiant tous les instincts pour les protéger. Une histoire vraie qui prouve que les miracles existent et que l'amour ne connaît pas d'espèce. Si tu crois aux anges, aime et abonne-toi pour plus d'histoires qui touchent l'âme. Le vent glacial de janvier hurlait entre les pins couverts de neige, emportant avec lui un son qui n'appartenait pas à ce paysage sauvage. C'était un faible cri, presque imperceptible, qui luttait pour exister contre la fureur de l'hiver dans les montagnes de Sierra Nevada. Cette nuit sans étoiles, alors que la température chutait vers des chiffres mortels, deux petits corps, enveloppés dans des couvertures déchirées, gisaient sur la neige immaculée, abandonnés à la frontière, entre la vie et la mort. Les jumeaux, un garçon et une fille qui n'avaient même pas un jour de vie, affrontaient seuls la première et possiblement dernière bataille de leur existence. Le froid pénétrait à travers les étoffes insuffisantes comme 1000 aiguilles, invisibles, volant la chaleur vitale de ces petits corps qui avaient à peine connu le monde. Chaque respiration était un combat, chaque battement de cœur un acte de résistance contre l'étreinte glaciale de la mort qui approchait. La réserve naturelle de cette région gardait des secrets millénaires sur des connexions impossibles entre créatures qui ne devraient jamais se rencontrer. Les anciens de la tribu locale racontaient des histoires sur des esprits protecteurs qui prenaient forme animale. Mais personne ne croyait vraiment à ces légendes jusqu'à cette nuit-là. C'est alors que le silence mortel fut brisé par un hennissement puissant qui résonna sur les pentes comme un coup de tonnerre solitaire. Des ombres émergea une figure majestueuse, un mustang noir comme la nuit sans lune, avec une marque blanche en forme d'étoile parfaite ornant son front. Les habitants locaux le connaissaient sous le nom d'Esprit, un étalon sauvage qui depuis 7 ans évitait tout contact humain, devenant une légende vivante parmi les cow-boys et les gardes forestiers de la région. L'animal s'arrêta à quelques mètres des bébés, ses narines dilatées captant l'odeur du danger imminent. Ses yeux sombres, normalement sauvages et méfiants, semblaient comprendre quelque chose qui transcendait l'instinct de survie de base. Pendant de longues minutes, le cheval resta immobile, comme s'il livrait une bataille interne entre sa nature, sauvage et quelque chose de plus profond, de plus ancien que le temps lui-même. Les muscles puissants tremblaient sous la robe noire. Non pas de froid, mais d'une décision qui défiait des millions d'années d'évolution. Puis, dans un mouvement qui contredisait toute logique naturelle, Esprit s'approcha lentement des petits, volumes blancs qui se détachaient sur la neige sombre de la nuit. Le cheval baissa la tête, reniflant délicatement les bébés, comme s'il reconnaissait en eux quelque chose de sacré. Ses lèvres douces touchèrent les petits visages glacés dans une caresse impossible à décrire. C'était comme si la nature elle-même avait choisi ce moment pour réécrire ses règles immuables. Avec une prudence infinie, l'animal s'agenouilla dans la neige, chose que les chevaux sauvages font rarement volontairement, et positionna son corps massif à côté des jumeaux. La chaleur qui émanait de ses flancs était comme un soleil particulier dans cette obscurité gelée. Instinctivement, ou peut-être guidé par une sagesse ancestrale, Esprit ajusta sa position pour créer une barrière contre le vent glacial, se transformant en une forteresse vivante de muscles et de poils. Les heures s'étirèrent, comme des siècles dans cette veillée silencieuse. Le cheval resta absolument immobile, à l'exception de la respiration profonde qui créait des nuages de vapeur dans l'air glacial. Occasionnellement, quand l'un des bébés bougeait ou gémissait, il baissait la tête et soufflait de l'air chaud sur eux, comme s'il savait exactement quoi faire. La neige continuait de tomber, couvrant le dos de l'animal d'un manteau blanc, mais il ne bougea pas. C'était comme si le temps s'était arrêté dans ce petit cercle de chaleur et de vie, au milieu de la désolation hivernale. Les coyotes hurlaient au loin, mais aucun prédateur n'osa s'approcher de cette scène surréaliste où les lois de la nature avaient été temporairement suspendues. Lorsque les premiers rayons dorés du soleil commencèrent à teinter les pics enneigés, Marie Dubois ajustait sa ceinture utilitaire sur son uniforme de garde forestière. À 35 ans, elle connaissait chaque sentier, chaque pierre, chaque arbre de cette réserve, comme s'ils étaient des extensions de son propre corps. Mais ce matin-là, quelque chose pesait sur sa poitrine au-delà de l'équipement habituel.
3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident qui avait volé non seulement sa capacité à donner la vie, mais aussi une partie de son âme qu'elle croyait perdue à jamais. Les patrouilles matinales étaient devenues son refuge, le seul moment où elle pouvait être seule avec ses souvenirs et la douleur qui refusait de s'atténuer. Le soleil levant transformait le paysage enneigé en une mer de diamants scintillants lorsque Marie aperçut quelque chose qui la fit s'arrêter brusquement. Au début, elle pensa que ses yeux la trompaient, que peut-être la lumière matinale créait des illusions dans la neige. Mais non, c'était là, un cheval noir couché dans la neige, immobile comme une statue. Son cœur s'accéléra en reconnaissant la marque en forme d'étoile. C'était Esprit, le Mustang dont aucun humain n'avait réussi à s'approcher depuis des années. Mais que faisait-il là, si loin de son territoire habituel? C'est alors qu'elle remarqua les petits volumes blancs protégés par le corps de l'animal. L'approche fut prudente, chaque pas calculé pour ne pas effrayer les talons. Marie connaissait le tempérament imprévisible des Mustangs sauvages, surtout d'un aussi notoire qu'Esprit. Mais le cheval se contenta de lever la tête, la fixant avec des yeux qui semblaient porter un message urgent. Quand elle s'approcha suffisamment pour voir clairement, ses jambes faillirent céder. 2 bébés, si petits qu'ils tenaient dans la paume de ses mains, étaient blottis contre le flanc du cheval. Vivants, respirant, un miracle impossible en cette matinée glaciale. Le sauvetage fut une danse délicate entre confiance et urgence. Esprit permit à Marie de s'approcher, mais ses muscles restaient tendus, prêts à protéger sa précieuse charge si nécessaire. D'une main tremblante, elle vérifia les signes vitaux des bébés, surprise de les trouver relativement stables malgré la nuit brutale qu'ils avaient affrontée. Le cheval observait chaque mouvement avec une attention intense, comme s'il comprenait parfaitement ce qui se passait. Lorsque Marie prit finalement les bébés dans ses bras, les enveloppant dans son propre manteau, Esprit se leva lentement, secouant la neige accumulée sur son dos. Pendant un moment éternel, la femme et le cheval se regardèrent. Il y avait quelque chose dans les yeux de l'animal qui transcendait la barrière entre espèces. Une communication silencieuse qui parlait de confiance, de mission accomplie, de quelque chose de plus grand que ce qu'ils pouvaient comprendre tous, les deux. Puis, avec un doux hennissement qui ressemblait plus à un soupir, Esprit se retourna et trotta de retour vers la forêt, disparaissant entre les arbres comme une ombre à midi. Marie resta là, immobile, les bébés se réchauffant contre sa poitrine, les larmes gelant sur son visage, tandis qu'elle traitait l'impossible qu'elle venait de témoigner. La petite communauté de Ruisseau des Pins explosa d'activité lorsque la nouvelle du sauvetage se répandit. Le centre médical improvisé au dispensaire local se transforma en une fourmilière d'infirmières et de curieux. Les jumeaux, miraculeusement, ne présentaient que de légers signes d'hypothermie, comme si la chaleur du cheval avait été calculée avec une précision chirurgicale pour les maintenir en vie sans les surchauffer. Le docteur Martin, médecin de la ville depuis 20 ans, secouait la tête incrédule en examinant les petits. De toute ma carrière, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il devrait être... Eh bien, il ne devrait pas être ici. Marie resta aux côtés des bébés pendant tous les examens, une connexion invisible se formant déjà entre eux. Lorsque l'infirmière demanda des noms pour l'enregistrement temporaire, les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse réfléchir. Lua et Sol. La fille, pâle comme le clair de lune, et le garçon avec une marque de naissance dorée sur le front, comme un petit soleil levant. C'était comme si les noms leur avaient toujours appartenu, attendant juste d'être prononcés. L'équipe médicale, touchée par l'histoire et la dévotion évidente de Marie, lui permit de rester en tant que garde temporaire pendant que les autorités commençaient l'enquête sur l'abandon. Le bureau improvisé des services sociaux à Ruisseau des Pins traitait rarement de cas aussi complexes. Sarah Bernard, l'assistante sociale désignée, était une femme efficace de 40 ans qui avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais rien ne l'avait préparée à cela. Les procédures standards semblaient inadéquates face à la nature extraordinaire du cas. Il y eut des débats animés sur la garde temporaire, sur l'enquête policière, sur 1000 détails bureaucratiques qui semblaient s'effacer devant le miracle qui s'était produit. Mais Marie lutta avec une détermination qui surprit même elle-même, se présentant comme gardienne temporaire,
prête à affronter toute investigation nécessaire. Ce fut pendant la 3e matinée après le sauvetage que l'impossible se reproduisit. Marie était sur la véranda de la petite cabane cédée par le service forestier, berçant Lua qui pleurait inconsolable, lorsqu'un hennissement familier coupa l'air. Là, à la lisière de la forêt, à moins de 50 mètres de la cabane, se tenait Esprit. Le cheval sauvage observait attentivement, sa posture alerte mais non menaçante. Au moment où le son parvint aux oreilles du bébé, les pleurs cessèrent comme si un interrupteur avait été éteint. Les petits yeux de l'enfant se tournèrent dans la direction du son. Et pour la première fois depuis le sauvetage, un esquisse de sourire apparut sur son petit visage. À partir de ce jour, les apparitions devinrent routine. Chaque fois que les jumeaux étaient agités, surtout pendant les redoutés coliques nocturnes, le cheval surgissait comme une ombre protectrice. Son hennissement avait un effet presque magique sur les enfants, les calmant instantanément. Marie commença à documenter le phénomène, enregistrant des vidéos et prenant des notes détaillées. C'était comme si une connexion invisible avait été établie cette nuit-là dans la neige, un lien qui défiait toute explication logique. Les sceptiques disaient que c'était une coïncidence, mais ceux qui en étaient témoins savaient qu'ils étaient face à quelque chose d'extraordinaire. Pierre Dupont, le vétérinaire local qui avait consacré 60 ans de sa vie à l'étude des mustangs de la région, devint un visiteur fréquent de la cabane. Ses mains calleuses tremblèrent d'émotion chaque fois qu'il observait Esprit s'approcher volontairement d'une habitation humaine. « Petite », disait-il à Marie de sa voix rauque par l'âge, « en toutes mes décennies à étudier ces animaux, je n'ai jamais rien vu de même lointainement similaire. Ce cheval est en train de réécrire tout ce que nous savons sur le comportement équin sauvage. » Ses notes remplissaient des cahiers entiers, essayant de déchiffrer le mystère qui se déroulait sous ses yeux expérimentés. Le printemps arriva comme une explosion de vie après l'hiver brutal. Les pentes se couvrirent de fleurs sauvages, et le dégel transforma les ruisseaux en torrents chantants. Les jumeaux, maintenant âgés de 3 mois, se développaient avec une vigueur surprenante. Sol se montrait plus actif, agitant toujours ses petits poings potelés comme s'il voulait saisir le monde entier. Lua était plus contemplative, ses yeux bleus comme le ciel d'hiver suivant chaque mouvement autour d'elle, avec une intensité déconcertante. Marie avait transformé la petite cabane en un foyer accueillant, chaque coin préparé avec amour pour les enfants qui, bien que n'étant pas biologiquement les siens, occupaient déjà chaque fibre de son cœur. Ce fut par un après-midi ensoleillé d'avril que le premier grand obstacle surgit. Sarah Bernard apparut avec une épaisse chemise et une expression que Marie avait appris à craindre. Les services sociaux avaient conclu l'évaluation initiale, et la décision était de transférer les jumeaux dans une institution spécialisée dans la capitale. « C'est la procédure standard », expliqua Sarah, sincèrement désolée. « Les cas d'abandon avec ces caractéristiques exigent des soins spécialisés qu'une petite ville comme Ruisseau des Pins ne peut offrir. » Le monde de Marie sembla s'effondrer à ce moment-là. La lumière qui était revenue dans sa vie menaçait de s'éteindre à nouveau. La lutte bureaucratique qui suivit testa chaque fibre de la détermination de Marie. Formulaire, entretien, évaluation psychologique, vérification des antécédents. Chaque exigence était une nouvelle montagne à escalader. Le système questionnait sa stabilité émotionnelle après le traumatisme de l'accident, sa capacité financière, même l'adéquation d'élever des enfants dans un environnement si isolé. Mais Marie avait quelque chose que les formulaires ne pouvaient mesurer. Une communauté entière se mobilisant pour la soutenir. Des pétitions circulaient dans le village, des témoignages étaient écrits, des fonds étaient levés. Ruisseau des Pins avait adopté non seulement Marie, mais l'histoire extraordinaire qui unissait femmes, enfants et cheval. Pendant cette période turbulente, quelque chose d'encore plus extraordinaire commença à se produire. Esprit ne venait plus seul. D'autres membres de son troupeau commencèrent à apparaître à proximité de la cabane, gardant toujours une distance respectueuse, mais suivant clairement le leadership de leur étalon alpha. C'était un spectacle qui attirait de plus en plus l'attention. Des photographes amateurs apparaissaient en nombre croissant, perturbant la paix que Marie s'efforçait de maintenir. La foi qui soutenait ses jours
était testé à chaque flash d'appareil photo, à chaque étranger qui envahissait ce sanctuaire improvisé. C'est alors que le docteur Sophie Lefebvre entra en scène. Chercheuse renommée en comportement animal à l'université de Berkeley, elle avait conduit 6 heures après avoir appris l'histoire. Contrairement aux curieux et opportunistes, Sophie venait avec un objectif scientifique et plus important encore, avec respect. Sa présence apporta une légitimité académique au phénomène, mais attira aussi encore plus d'attention. Ce dont nous sommes témoins ici, déclara-t-elle dans une interview improvisée, pourrait révolutionner notre compréhension de la communication interspécifique et des liens émotionnels entre mammifères de différentes espèces. La recherche de Sophie révéla des schémas fascinants. Les battements de cœur des bébés se synchronisaient avec le rythme des sabots d'esprit lorsqu'ils s'approchaient. Les ondes cérébrales pendant le sommeil montraient une activité inhabituelle au moment où le cheval hennissait à distance. C'était comme si un langage secret était partagé, une communication qui transcendait les mots ou les gestes. Chaque découverte renforçait l'argument de Marie pour garder les enfants, mais augmentait aussi le cirque médiatique autour d'eux. L'été apporta une chaleur accablante et de nouvelles révélations. Pendant l'une des nombreuses réorganisations de la cabane, Marie découvrit quelque chose cousu dans la doublure de l'une des couvertures originales. Une petite médaille d'argent avec des inscriptions en langue maternelle. L'objet, usé par le temps mais clairement précieux, suggérait que l'abandon des bébés aurait pu être un acte de désespoir, non de négligence. Cette découverte réorienta l'enquête policière qui jusque-là avait abouti à des impasses. L'espoir de trouver des réponses, et peut-être même la mère biologique, se ralluma comme une flamme tenace. Parallèlement aux enquêtes officielles, un nouveau personnage entra dans la vie de Marie. Thomas Petit, un photographe de nature, de 38 ans, était arrivé à Ruisseau-des-Pins pour documenter les mustangs sauvages, mais trouva bien plus que ce à quoi il s'attendait. Grand et silencieux, avec des mains douces et des yeux qui voyaient la beauté en tout, Thomas commença comme un professionnel de plus, faisant son travail. Mais il y avait quelque chose de différent dans son approche. Il attendait des heures, la lumière parfaite, respectait les distances, demandait la permission avant chaque photo. Sa patience et son respect conquirent d'abord la confiance de Marie, puis quelque chose de plus profond. Le premier moment significatif entre eux eut lieu par un après-midi orageux de juin. Thomas avait passé la journée à photographier le paysage dramatique lorsque la pluie le surprit. Marie l'invita à s'abriter dans la cabane, et tandis que l'orage grondait dehors, ils partagèrent du thé chaud et des histoires. Il parla de sa vie nomade, toujours à la poursuite de la photo parfaite, mais ne trouvant jamais d'endroit où se sentir chez lui. Elle partagea sa douleur, le vide que les jumeaux avaient rempli, la peur de les perdre. Ce fut une conversation qui dura jusqu'à l'aube, créant un pont invisible entre deux âmes solitaires. Le deuxième retournement important vint par l'intermédiaire de Marcus Robert, un homme d'affaires du secteur du tourisme écologique qui voyait une opportunité en or dans l'histoire. Sa proposition était séduisante dans sa simplicité maligne. Créer un sanctuaire pour esprits où les touristes paieraient cher pour témoigner du cheval miraculeux. Les chiffres qu'il avançait étaient tentants pour une communauté qui luttait économiquement. Le débat divisa Ruisseau-des-Pins en deux. D'un côté, ceux qui voyaient la chance de prospérité. De l'autre, ceux qui comprenaient qu'emprisonner esprit serait trahir tout ce qu'il représentait. La tension dans la ville montait comme la pression dans une cocotte minute. Des réunions houleuses du conseil municipal se prolongeaient tard, dans la nuit. Des familles se divisaient sur la question. Marie se retrouva au centre d'un ouragan qui menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Ce fut Thomas qui suggéra une solution alternative. Utiliser ses photographies pour créer un livre et un documentaire sur l'histoire, avec les bénéfices reversés à la création d'une véritable réserve protégée. C'était une proposition qui respectait à la fois la liberté d'esprit et les besoins économiques de la communauté. L'été apporta aussi des avancées dans l'enquête sur la médaille. Joseph Corbeau-Blanc, un ancien respecté de la tribu locale, reconnut immédiatement l'objet. D'une voix étranglée par l'émotion, il révéla qu'il appartenait à sa petite-fille, Anna, qui était partie étudier les soins infirmiers en ville il y a 2 ans.
Les communications avaient cessé brusquement 9 mois auparavant, coïncidant avec la conception probable des jumeaux. La révélation transforma l'abandon en tragédie, la négligence en sacrifice désespéré. La recherche d'Anna s'intensifia, maintenant avec l'urgence d'une famille cherchant des réponses. Ce fut par un après-midi particulièrement chaud de juillet que la romance entre Marie et Thomas fit un autre pas significatif. Il avait passé des semaines à photographier les jumeaux dans leurs moments quotidiens, capturant la magie ordinaire de leur sourire et découverte. Ce jour-là, il offrit à Marie un album contenant les meilleures images. Mais ce n'était pas seulement des photos. Chacune était accompagnée de petits poèmes qu'il avait écrits, des observations sensibles sur l'amour dont il était témoin quotidiennement. Marie pleura, en feuilletant les pages, voyant sa petite famille à travers ses yeux. C'était un miroir qui reflétait non seulement des images, mais la beauté qu'elle oubliait parfois de voir dans le quotidien. Août apporta la première grande crise. Les jumeaux, maintenant âgés de 7 mois, développèrent une forte fièvre qui ne cédait pas. Le petit dispensaire local n'avait pas les ressources pour gérer la situation, et le transfert à l'hôpital de la grande ville signifierait les séparer de Marie, possiblement de manière permanente. Le désespoir s'empara d'elle comme une vague noire. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit à nouveau. Esprit apparut plus près que jamais, pratiquement à la porte de la cabane. Son hennissement, différent des précédents, semblait urgent. Il commença à marcher lentement en direction de la forêt, s'arrêtant et regardant en arrière comme s'il demandait à être suivi. Contre toute logique, mais faisant confiance à l'instinct qui l'avait guidé jusqu'ici, Marie suivit le cheval, portant les bébés fiévreux. Thomas l'accompagna aussi perplexe qu'elle. Esprit les conduisit par un sentier qu'aucun d'eux ne connaissait, jusqu'à une clairière où une source d'eau cristalline bouillonnait entre des pierres couvertes de mousse. L'ancien Joseph, consulté plus tard, expliqua que c'était une source sacrée, connue pour ses propriétés curatives, mais dont l'emplacement exact avait été perdu il y a des générations. L'eau fraîche aida à faire baisser la fièvre des jumeaux, et les herbes qui poussaient autour, identifiées plus tard comme médicinales, complétèrent le traitement naturel. Cet événement approfondit encore le mystère et la connexion. Comment Esprit connaissait-il la source? Comment savait-il que les enfants en avaient besoin? Les questions se multipliaient, mais les réponses restaient aussi insaisissables que le brouillard matinal dans les montagnes. Sophie Lefebvre passa des semaines à étudier le site, prélevant des échantillons, essayant de trouver des explications scientifiques. Mais même elle dut admettre que certaines choses transcendaient la compréhension académique. La lumière de la compréhension ne venait pas toujours à travers des microscopes et des graphiques. La relation entre Marie et Thomas évolua naturellement comme les saisons. Le moment de vulnérabilité mutuelle vint par une nuit étoilée d'août, lorsqu'il partagea enfin le poids qu'il portait. Sa sœur cadette s'était noyée quand il avait 12 ans, alors qu'elle était sous sa garde. La culpabilité l'avait poursuivi pendant des décennies, le transformant en un éternel voyageur, fuyant toujours la douleur de former des liens qu'il pourrait perdre. Marie écouta en silence, lui tenant la main tandis que les mots coulaient comme le sang d'une vieille blessure. Quand il eut terminé, elle dit simplement « La douleur ne diminue pas quand on la porte seule, elle devient juste plus lourde. » Septembre arriva avec ses couleurs dorées et la promesse de changement. Les jumeaux rampaient vigoureusement, explorant chaque coin de leur petit monde. Sol montrait une affinité naturelle avec les animaux, riant toujours lorsqu'il voyait Esprit au loin. Lua, quant à elle, démontrait une perception inhabituelle, sachant toujours quand le cheval allait s'approcher, pointant vers la forêt quelques minutes avant qu'il n'apparaisse. Le lien entre eux s'était renforcé de manière qui continuait à défier les explications. L'espoir de jours meilleurs brillait comme le soleil d'automne, mais les ombres s'allongeaient aussi. Le conseil municipal arriva finalement à une décision concernant la proposition de Robert. Un vote communautaire serait organisé, laissant entre les mains du peuple le destin d'Esprit. La campagne fut intense des deux côtés. Robert fit venir des économistes et des spécialistes du tourisme. Marie et ses partisans organisèrent des veillées et des conférences sur la conservation et le respect de la nature. Thomas utilisa ses photographies pour montrer la beauté de la liberté.
Les enfants de l'école locale firent des dessins et des poèmes sur le cheval sauveur. La foi de la communauté en sa capacité à faire le bon choix était testée quotidiennement par des promesses de prospérité contre des valeurs plus profondes. Ce fut pendant cette période turbulente qu'une autre pièce du puzzle apparut. Un chauffeur de camion longue distance contacta les autorités avec des informations sur une jeune autochtone qu'il avait prise en autostop par une nuit de tempête, 9 mois auparavant. Elle était en travail, désespérée d'arriver quelque part en sécurité. Il l'avait laissée près de l'entrée de la réserve lorsqu'elle insista, malgré ses protestations. La description correspondait à Anna. Les pièces commençaient à s'assembler dans un récit de courage et de tragédie, non d'abandon et d'irresponsabilité. Le point culminant de cette phase vint avec la grande tempête d'octobre. Les météorologues avaient prévu de la pluie, mais personne ne s'attendait au déluge qui s'abattit sur Ruisseau des Pins. En quelques heures, les ruisseaux tranquilles se transformèrent en torrents furieux. Le pont principal fut emporté, isolant la partie basse de la ville où se trouvait la cabane de Marie. L'eau montait inexorablement, et avec les jumeaux maintenant âgés de 9 mois, l'évacuation à pied était impossible. La panique s'empara de Marie lorsqu'elle réalisa qu'ils étaient piégés. Ce fut Thomas qui aperçut le premier esprit sur la véranda, complètement trempé mais imposant comme toujours. Le cheval frappait le sol de ses sabots avec urgence, hennissant d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Ses yeux, généralement calmes, montraient une intensité qu'il était impossible d'ignorer. Marie comprit, dans une décision qui défiait toute logique maternelle, mais faisant confiance aux liens dont elle avait été témoin pendant des mois, elle commença à improviser une manière de transporter les bébés sur le dos du cheval. Utilisant des cordes et des couvertures, avec l'aide de Thomas, elle créa une sorte de double panier qui pourrait être équilibré sur le dos d'Esprit. Le cheval resta parfaitement immobile pendant tout le processus, comme s'il comprenait que tout mouvement brusque pouvait être fatal. Lorsque les jumeaux furent soigneusement installés, quelque chose d'extraordinaire se produisit. D'autres chevaux du troupeau émergèrent de la forêt inondée, formant une formation protectrice autour d'Esprit. Le voyage qui suivit entrerait dans les annales de Ruisseau des Pins comme l'un des événements les plus extraordinaires jamais vus. Esprit ouvrit la voie à travers l'eau montante, ses pas sûrs trouvant un terrain ferme, là où il semblait n'y avoir que du courant. Les autres Mustangs maintenirent la formation, créant des barrières contre les débris flottants. Marie, tenant fermement la crinière d'Esprit, et Thomas, juste derrière, traversèrent des passages qui, dans des circonstances normales, seraient infranchissables. C'était comme si les chevaux connaissaient chaque pierre submergée, chaque chemin sûr à travers le chaos. Le moment le plus critique survint lors de la traversée du défilé inondé. L'eau mugissait à travers le passage étroit avec une force dévastatrice. Mais Esprit s'arrêta, attendant. Les autres chevaux se positionnèrent stratégiquement, puis, comme s'ils obéissaient à un signal invisible, commencèrent à traverser en formation calculée, brisant la force du courant. Esprit suivit au centre de cette formation vivante, protégé par les corps de son troupeau. Les bébés, miraculeusement, restèrent calmes pendant toute l'épreuve, comme s'ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Lorsqu'ils atteignirent enfin un terrain élevé et sûr, le soulagement fut palpable. Marie tomba à genoux, les larmes se mêlant à la pluie tandis qu'elle vérifiait les jumeaux. Ils étaient mouillés mais indemnes, regardant autour d'eux avec curiosité, comme s'ils venaient de se réveiller d'une sieste. Thomas l'étreignit, et pendant un moment le monde se réduisit à ce cercle de gratitude et d'amour. Esprit et son troupeau restèrent à proximité jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que le danger était passé, puis disparurent dans la forêt, comme ils le faisaient toujours, ne laissant que le souvenir de l'impossible qu'ils avaient rendu possible. Le sauvetage pendant l'inondation devint une nouvelle nationale. Les équipes de télévision envahirent Ruisseau des Pins dès que les eaux se retirèrent. L'histoire du cheval qui avait sauvé les jumeaux 2 fois captura l'imagination du pays. Mais avec la célébrité vinrent les complications. Des propositions, de toutes sortes pleuvaient, reality shows, contrats de livres, offres d'adoption de familles riches qui voulaient les enfants miraculeux. Marie se retrouva au centre d'un ouragan médiatique qui menaçait de détruire la paix qu'elle avait tant lutté pour construire.
Ce fut l'intervention de Joseph Corbeau-Blanc qui donna une nouvelle tournure aux événements. Lors d'une conférence de presse émouvante, il révéla que son enquête personnelle, combinée aux indices du chauffeur de camion, avait conduit à une découverte dévastatrice. Anna avait accouché seule pendant la tempête de janvier, dans un abri improvisé près de la réserve. Des complications lors de l'accouchement, sans aide médicale, avaient scellé son destin. Mais dans ces derniers instants, avec une force surhumaine, elle avait emmené les bébés jusqu'à l'endroit où elle savait qu'ils seraient trouvés. Une clairière fréquentée par les mustangs sauvages, où son grand-père l'emmenait lorsqu'elle était enfant pour observer les chevaux. La révélation transforma complètement le récit. Anna n'avait pas abandonné ses enfants. Elle avait fait le sacrifice ultime pour les sauver. La médaille n'était pas seulement un objet précieux, mais un lien avec ses racines, un message silencieux sur l'identité des enfants. La communauté autochtone locale adopta les jumeaux comme les siens, mais reconnut aussi en Marie la mère que le destin avait choisie. Une cérémonie fut organisée pour honorer Anna et formaliser la connexion entre tous les impliqués dans cette toile d'amour et de sacrifice. Le processus d'adoption formelle, qui s'était éternisé pendant des mois, prit un nouvel élan. Avec le soutien de la famille biologique et le tollé public, les obstacles bureaucratiques commencèrent à tomber. Sarah Bernard, l'assistante sociale qui avait initialement recommandé le transfert des jumeaux, devint l'une des plus grandes défenseurs de Marie. « J'ai été témoin de nombreux placements en foyer d'accueil », déclara-t-elle dans son rapport final. « Mais je n'ai jamais vu un lien aussi profond et transformateur que celui-ci. » Thomas, qui avait documenté chaque moment de ce voyage extraordinaire, prit une décision qui surprit tout le monde, sauf Marie. Il annonça qu'il mettait fin à sa carrière de photographe itinérant. Ruisseau des Pins, dit-il, lui avait appris que certaines images sont trop précieuses pour être capturées sur pellicule. Elles doivent être vécues. Sa déclaration fut accompagnée d'un geste qui fit fondre le cœur de Marie. Il avait acheté la petite propriété voisine de la cabane, prévoyant de construire un studio et une vie aux côtés de la famille qu'il avait choisie comme sienne. Le Santi-Sentis, moment de consolidation de l'amour entre eux, vint par une nuit claire de novembre, sous un ciel étoilé qui semblait célébrer avec eux. Thomas avait préparé un dîner simple sur la véranda, les jumeaux dormant paisiblement dans leur berceau. Entre les bougies vacillantes et le son distant des chevaux sauvages, il offrit à Marie non pas une bague, mais une chaîne, avec 2 pendentifs, de petites étoiles d'argent, une pour Sol et une pour Lua. « Je veux faire partie de cette constellation », dit-il simplement. La réponse de Marie vint sous la forme d'un baiser qui scella non seulement une romance, mais la formation d'une famille choisie par le destin. Le vote de la communauté sur le Mié. Destin d'esprit eut lieu par une matinée froide de décembre. La participation fut massive, avec des habitants qui n'avaient pas voté depuis des années se présentant pour faire entendre leur voix. Le résultat fut écrasant. Ruisseau des Pins choisit la liberté plutôt que le profit facile. Mais la victoire fut accompagnée d'une solution créative. Inspirée par la suggestion de Thomas, la réserve Esprit Libre fut créée. Une zone protégée qui garantirait la préservation de l'habitat des mustangs tout en permettant un tourisme écologique contrôlé et éducatif. Les bénéfices seraient reversés à la conservation et à un fonds éducatif pour les enfants de la région, y compris Sol et Lua. Le premier anniversaire des jumeaux arriva avec la neige, fermant le cercle de leur extraordinaire voyage. La célébration fut un mélange de traditions, honorant à la fois l'héritage autochtone des enfants et la famille multiculturelle qu'ils avaient formée. La salle communautaire de Ruisseau des Pins débordait d'habitants, de chercheurs, d'officiels qui avaient suivi l'affaire, et même de journalistes qui étaient devenus des amis au fil des mois. Mais le moment le plus magique était réservé pour la fin de la fête. Lorsque le soleil se couchait peignant la neige de teinte rosée, Marie emmena les jumeaux dehors. Comme si cela avait été convenu, Esprit émergea de la lisière des arbres, plus proche qu'il ne l'avait jamais été volontairement. Sol et Lua, maintenant capables de se tenir debout avec un soutien, tendirent leurs petites mains vers le cheval. Ce qui se passa alors fit retenir leur souffle à toutes les personnes présentes. Esprit s'approcha lentement, baissant sa grande tête à la hauteur des enfants.
avec une infinie douceur, il permit aux petites mains de toucher sa crinière pour la première fois. Le contact ne dura que quelques secondes, mais sa signification résonnerait à jamais. C'était un sceau d'approbation, une reconnaissance que le cercle de protection et d'amour était complet. Les enfants rirent, un son cristallin qui résonna dans la clairière. Esprit hennit doucement en réponse, un son que toutes les personnes présentes décrivirent ensuite comme joyeux. Puis, avec la dignité qui l'avait toujours caractérisé, le cheval s'éloigna, s'arrêtant une dernière fois pour regarder en arrière avant de disparaître dans la forêt qui était son véritable foyer. Sophie Lefebvre publierait plus tard un article révolutionnaire sur ce dont elle avait été témoin à Ruisseau des Pins. Mais ces mots finaux dans l'œuvre académique furent étonnamment poétiques. La science peut mesurer les battements de cœur et les ondes cérébrales, mais elle ne peut pas quantifier l'amour qui transcende les espèces. À Ruisseau des Pins, j'ai témoigné que les plus grands mystères de la vie n'ont pas besoin d'être résolus, juste honorés. La vie à Ruisseau des Pins retourna à une nouvelle normalité. Marie formalisa l'adoption. Des jumeaux lors d'une cérémonie émouvante où Joseph Corbeau-Blanc les bénit avec des noms tribaux qui honoraient à la fois leur héritage et leur voyage. Étoile du matin pour Sol et gardienne de la lune pour Lua. Thomas devint non seulement beau-père, mais père dans tous les sens qui importaient. Son exposition photographique, Les enfants d'esprit, voyagea à travers le pays, avec tous les bénéfices reversés à la réserve et à des causes de conservation. Esprit continua d'apparaître régulièrement, gardant toujours la distance, respectueuse d'un gardien qui a accompli sa mission, mais reste vigilant. D'autres Mustangs l'accompagnaient parfois, et il n'était pas rare de voir les enfants de la ville arrêter leur jeu pour observer le passage majestueux du troupeau. Le cheval noir avec l'étoile blanche était devenu plus qu'une légende. Locale, c'était un rappel vivant que les miracles arrivent lorsque l'amour surmonte l'impossible. Les enfants grandirent entourés par cette histoire extraordinaire, mais aussi par la normalité de l'amour quotidien. Leurs premiers mots inclurent « maman » pour Marie, « papa » pour Thomas, et « Pito », leur tentative de prononcer esprit. Ils apprirent à marcher sur le même sol où ils avaient été sauvés, à parler en 3 langues, anglais, espagnol et la langue maternelle de leurs ancêtres. Chaque étape de développement était célébrée non seulement par la famille immédiate, mais par toute une communauté qui s'était unie pour protéger et nourrir ces petites vies. L'ancienne blessure de Marie, celle que l'impossibilité d'enfanter avait ouverte, ne disparut pas, elle se transforma. Là où il y avait autrefois du vide, maintenant débordait un but. Les jumeaux n'étaient pas nés de son ventre, mais étaient renés dans son cœur ce matin glacial, lorsqu'elle les trouva blottis contre le flanc d'un cheval sauvage. Thomas, avec sa patience de photographe et son cœur de poète, avait trouvé, à Ruisseau des Pins, non seulement une histoire à documenter, mais une vie à vivre. Les nuits calmes, lorsque le vent murmurait entre les pins, Marie pensait parfois à Anna, la jeune mère qui avait tout donné pour que ses enfants vivent. Elle raconterait aux jumeaux l'histoire de leur mère biologique le moment venu, le courage qui coule dans leurs veines, le sacrifice qui a rendu possible leur existence. Mais elle leur raconterait aussi l'histoire d'Esprit, l'ange gardien improbable, qui a défié sa propre nature pour préserver 2 vies précieuses. La réserve prospéra, devenant un modèle de conservation consciente. Des étudiants venaient d'universités lointaines pour étudier non seulement le comportement unique des Mustangs, mais aussi l'harmonie possible entre progrès et préservation. Robert, l'homme d'affaires qui avait tenté de capitaliser sur Esprit, surprit tout le monde en devenant l'un des plus grands donateurs de la réserve, touché par la détermination de la communauté à protéger ce qui était sacré. Le temps passa comme de l'eau cristalline sur de vieilles pierres, polissant les aspérités et révélant des beautés cachées. Les jumeaux grandirent forts et en bonne santé, portant en eux la résilience de tous ceux qui avaient lutté pour leur vie. Sol développa une affinité naturelle avec les animaux, souvent trouvé en train de parler aux oiseaux et aux écureuils, comme s'il pouvait comprendre leurs réponses. Lua montrait une intuition aiguisée, sachant toujours quand quelqu'un avait besoin de réconfort, offrant des câlins qui guérissaient des douleurs invisibles.
La connexion avec Esprit demeura, évoluant mais ne diminuant jamais. À mesure que les enfants grandissaient, le cheval maintenait sa vigie distante, apparaissant à des moments significatifs comme s'il savait quand sa présence était nécessaire. Le premier jour d'école, il fut vu sur la colline observant le bus scolaire partir. Lorsque Sol se cassa le bras en tombant d'un arbre, Esprit passa la nuit entière visible de la fenêtre de la chambre, comme s'il montait la garde. Lorsque Lua fit des cauchemars sur l'histoire de son origine, elle se réveilla pour trouver le cheval plus près que jamais, son doux hennissement flottant par la fenêtre ouverte comme une berceuse ancestrale. Marie documentait tout dans des journaux, qui deviendraient un jour l'histoire officielle de ces jours extraordinaires. Mais les mots, aussi soigneusement choisis soient-ils, ne captureraient jamais complètement la magie du quotidien. Thomas, enseignant à Sol à photographier les papillons, Lua aidant Marie dans le jardin d'herbes médicinales qu'elles avaient commencé après la découverte de la source, les soirées en famille sous les étoiles, écoutant les histoires de Joseph sur les ancêtres et les esprits protecteurs de la montagne. La leçon la plus profonde que Ruisseau des Pins apprit ne fut pas sur les chevaux sauvages ou les enfants miraculeux. Ce fut sur la capacité de l'amour à transcender les barrières, entre espèces, entre cultures, entre cœurs blessés et espoirs renaissants. Chaque habitant portait un morceau de cette histoire, un rappel qu'ils avaient été témoins et avaient participé à quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties individuelles. Et ainsi, dans cette communauté nichée entre des montagnes anciennes et des forêts murmurantes, la vie continua son cours avec la certitude réconfortante que les miracles ne sont pas des événements uniques et spectaculaires, mais des choix quotidiens d'amour, de protection et de foi. Esprit, le majestueux gardien noir, resta libre dans ces montagnes, mais pour toujours entrelacé dans le destin de ceux qu'il sauva. Les jumeaux grandirent en sachant qu'ils avaient été choisis non pas une, mais plusieurs fois, par la mère qui donna sa vie pour eux, par le cheval qui les protégea, par la femme qui les accueillit, par l'homme qui compléta leur famille, et par toute une communauté qui choisit l'amour au lieu du profit. Dans les mots de Joseph Corbeau-Blanc, prononcés lors de la cérémonie d'anniversaire, certaines histoires sont racontées pour divertir, d'autres pour enseigner. Mais certaines histoires rares existent pour nous rappeler qui nous sommes vraiment. Des êtres capables de transcender nos limitations lorsque l'amour nous appelle. L'histoire de Sol, Lua et Esprit était toutes ces choses et plus encore. Un témoignage vivant qu'aux moments les plus sombres, lorsque tout espoir semble perdu, la lumière trouve un moyen de briller à travers les fissures de l'impossible. Toi qui as entendu cette histoire d'amour et de miracle, à quel moment permettras-tu à l'espoir de fleurir dans ton propre désert ?